Mon père s'est moqué de moi au dîner, nous ne t'avons invité que par pitié. Ne reste pas longtemps. Ma sœur a ri, tu es une ratée. Ils m'ont invité au dîner du Nouvel An juste pour m'humilier. J'ai simplement souri, pris une gorgée de mon verre et je suis parti tranquillement. Une semaine plus tard. Le chalet familial a été vendu. Les comptes joints ont été fermés. Puis les relevés bancaires ont commencé à arriver. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène à un dîner de Nouvel An d'une famille riche à Kikar. Plongeons-nous tout de suite dans cette histoire dramatique de vengeance. Avez-vous déjà eu l'impression d'être né juste pour faire briller le reste de votre famille? Je m'appelle Claire Holloway. J'ai 29 ans et la dernière nuit de l'année, j'ai accepté une invitation à dîner que j'aurais dû jeter directement à la poubelle. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, chère de cette façon traditionnelle que les personnes riches utilisent lorsqu'elles veulent que la cruauté paraisse élégante. Elle est arrivée à mon appartement à Boston sans aucun mot manuscrit, sans chaleur, juste une carte imprimée m'invitant au dîner du Nouvel An dans la véranda familiale du Connecticut. Je l'ai fixée pendant un long moment parce que mon corps s'en est souvenu avant mon esprit. Cette maison avait le don de me sourire tout en aiguisant le couteau dans mon dos. Je me suis dit que je n'étais pas obligé d'y aller. Je me suis dit que j'étais trop occupé, trop fatigué, trop vieille pour continuer à entrer dans des pièces où l'amour était toujours accompagné d'une évaluation de performance. Mais ensuite, j'ai fait l'erreur que je faisais toujours avec eux. J'ai laissé survivre une petite et stupide lueur d'espoir. Peut-être que cette fois, ils voulaient juste un dîner paisible. Peut-être que cette fois, je ne serais pas traité comme le défaut de la famille que l'on sort pour faire des comparaisons. Puis je me suis souvenu de l'époque où j'avais 23 ans, debout dans cette même pièce vitrée pendant que tout le monde portait un toast à la promotion de ma sœur. Et de mon père me demandant avec désinvolture devant 12 personnes si fouiller dans les papiers de personnes mortes était une vraie carrière ou un passe-temps que je finirais par abandonner. J'y suis quand même allé. J'ai mis une robe noire, attaché mes cheveux en arrière, et j'ai conduit dans le froid avec la mâchoire serrée et une pensée dont je ne pouvais pas me défaire. S'ils m'avaient invité par pitié, alors ils avaient mal évalué ce que j'étais encore capable d'emporter de cette maison. Avant que je ne vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après ma sortie, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Au moment où je me suis engagé dans la longue allée de gravier, le ciel prenait déjà cette couleur bleu foncé d'hiver qui donne aux maisons chères un aspect théâtral. La véranda se détachait de la maison principale comme une boîte à bijoux construite pour impressionner les étrangers. Des murs entièrement en verre, des poutres en fer, et une douce lumière dorée réchauffant les rangées d'agrumes en pot à l'intérieur. Cela aurait dû paraître magnifique. Pour moi, cela ressemblait à une exposition de musée pour chaque humiliation que j'avais appris à avaler le dos droit. Dès la seconde où je suis entré, l'odeur m'a frappé en premier. Écorce d'orange, romarin, cire de bougie, et la légère âpreté du bois poli. Cette odeur traînait sans mauvais souvenir derrière elle. J'ai donné mon manteau au personnel, et avant même de pouvoir m'installer complètement dans la pièce, je l'ai ressenti. Ce changement familier dans l'air lorsqu'une famille décide que l'étrangère est arrivée et que la soirée peut vraiment commencer. Mon père, Richard Holloway, se tenait près du bout de la table avec un verre à la main, ayant l'air comme les hommes comme lui ont toujours l'air lorsqu'ils ont passé toute leur vie à confondre autorité et caractère. À côté de lui se trouvait ma jeune sœur, Vivien, drapée de soie crème, rayonnante de ce genre de confiance qui ne vient que du fait de n'avoir jamais à douter de sa place dans la pièce. Elle m'a vu la première. Son sourire est apparu instantanément. Magnifique et empoisonné. Claire, a-t-elle dit, étirant mon nom juste assez pour en faire une blague. Tu es vraiment venu. Les invitations impliquent généralement cela, ai-je dit, car j'avais appris il y a longtemps que dans cette famille, si vous n'arriviez pas armé de sarcasme, vous arriviez en sang. Mon père m'a scruté lentement, pas grossièrement, pas de manière évidente. Il ne serait jamais aussi négligent, juste assez pour me rappeler que dans son esprit, j'étais toujours en train d'être évalué. Bien, a-t-il dit. C'était son don. Il ne criait jamais en premier. Il préférait la précision. Vivien a ri doucement comme si la réplique l'avait mérité. Autour d'eux, quelques-uns de leurs invités ont souri dans leur verre et ont fait semblant de ne pas remarquer ce qui se passait. C'était une autre spécialité de la famille Holloway. La cruauté publique amortie par les bonnes manières privées. Le dîner était magnifiquement organisé, bien sûr. Du lin blanc,
la lumière des bougies se reflétant dans le cristal, une longue table qui forçait tout le monde à regarder vers son centre, où mon père était assis comme s'il animait une réunion du conseil d'administration au lieu d'un repas de fête. J'ai pris ma place et me suis forcé à inspirer lentement. Pourquoi est-ce que je m'infligeais encore cela? Pourquoi étais-je encore assise avec des gens qui avaient passé des années à traiter chacune de mes réussites comme une erreur administrative? Mais au moment même où je me posais cette question, je connaissais la réponse. Parce que certaines blessures ne vous gardent pas piégées par la douleur. Elles vous gardent piégées par le souvenir des minuscules brides d'approbation que vous continuez de croire pouvoir récupérer si vous survivez simplement à un dîner de plus. La première demi-heure s'est déroulée comme ces choses se déroulent toujours. Du champagne, des banalités, de l'affection performative. Vivien a décrit une campagne qu'elle venait de diriger pour une marque de bien-être de luxe, une de ces entreprises qui vendent de l'insécurité dans un plus bel emballage. Mon père a dit à la table à quel point il était fier de ses instincts, de son raffinement, de sa compréhension de la valeur. Puis ses yeux ont glissé vers moi. « Éclair » a-t-il dit en levant son verre. Quelques personnes ont ri poliment. J'ai posé ma fourchette et j'ai croisé son regard. Recherche de provenance, ai-je dit. Cela empêche les musées d'exposer de l'art volé et des histoires falsifiées. Donc, oui, je fais toujours un vrai travail. Vivien a penché la tête. Cela a toujours l'air noble quand tu le dis vite. Les rires cette fois étaient plus légers, plus faciles. Ils s'échauffaient. C'est à ce moment-là que j'ai su avec une clarté totale que je n'avais pas été invité pour renouer les liens. J'avais été invité pour compléter l'arrangement. J'étais le contraste, l'histoire qui sert de mise en garde, l'ombre qui faisait briller Vivien encore plus fort. Et le pire était que sous la table mes mains étaient froides, non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'une partie de moi détestait encore la facilité avec laquelle il pouvait me ramener dans ce vieux rôle. Pourquoi devais-je encore sourire alors que chaque nerf de mon corps voulait se lever et sortir? Parce que je n'étais pas encore prête. Pas avant de savoir exactement combien il pensait encore posséder. La véritable cruauté a commencé avec le dessert, car à ce moment-là, mon père avait suffisamment de vin dans le sang pour s'amuser et un public suffisant pour avoir envie de se donner en spectacle. Une tarte au chocolat noir a été placée devant nous, et Vivien venait de terminer une histoire à propos d'un week-end privé avec un client dans le Vermont lorsque mon père s'est penché en arrière sur sa chaise et m'a regardé directement. « Tu sais, a-t-il dit, nous ne t'avons invité que par pitié. J'ai dit à Vivien que cela ferait mauvais genre si nous commencions l'année sans t'inclure au moins une fois. » Le silence s'est abattu sur la table d'abord, tranchant, stupéfait, puis immédiatement couvert par le mauvais genre de rire. Le genre qui se produit quand les gens ne savent pas s'ils ont le droit d'être horrifiés, alors ils se contentent d'être amusés. Vivien n'a pas hésité. Elle a levé son verre, en souriant dedans. « Ne reste pas longtemps, a-t-elle dit légèrement. C'était là, la réplique du début, mais pire en personne en raison de la désinvolture avec laquelle elle l'a prononcée. J'ai senti quelque chose en moi devenir étrangement calme, non pas brisé, non pas détruit, juste très, très clair. Mon père avait l'air satisfait de lui-même. « Tu ne peux pas nous blâmer de nous inquiéter, a-t-il continué. Chaque famille a un enfant qui confond l'indépendance avec la dérive. Cette phrase aurait pu m'atteindre un an plus tôt, peut-être même 6 mois plus tôt. Mais j'avais passé une trop grande partie de ma vie d'adulte à construire des choses discrètes, de la connaissance, de la propriété légale, une histoire soigneusement documentée pour laisser 2 personnes peu sûres d'elles me convaincre que j'étais celle qui était inachevée. Alors au lieu de tressaillir, j'ai souri. Pas chaleureusement, pas amèrement, juste assez pour faire plisser les yeux de Vivien. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'était que le chalet qu'elle venait de mentionner dans le Vermont, avec désinvolture, de manière possessive, comme s'il faisait partie du forfait de la marque familiale, n'était pas à eux. Il n'avait jamais vraiment été à eux. Ma grand-mère me l'avait laissé à moi spécifiquement et elle l'avait fait parce qu'elle savait exactement quel genre de personne était son fils et sa petite-fille quand personne ne regardait. Elle avait l'habitude de dire, la seule personne dans cette famille qui connaît la valeur d'une chose est celle que personne ne prend la peine de flatter. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de livres, de peinture et de meubles. Des années plus tard, j'ai réalisé qu'elle parlait de moyens de pression. Ce chalet était devenu une scène pour eux deux. Mon père y avait organisé des week-ends d'affaires discrets, le présentant aux investisseurs comme une extension de sa stabilité. Vivien l'avait utilisé pour des retraites privées de marquer des rassemblements d'influenceurs sur invitation uniquement, le genre qui avait l'air sans effort en ligne, mais qui cachait l'équivalent de crise de panique en logistique en dessous.
Aucun d'eux ne payait les impôts. Aucun d'eux ne s'occupait de l'entretien. Aucun d'eux ne semblait particulièrement intéressé par le langage juridique qui faisait que cet endroit était le mien. Ils se souciaient seulement que je sois restée assez silencieuse pour les laisser se comporter comme si l'héritage fonctionnait par la personnalité. Alors pendant qu'ils continuaient à parler, pendant que mon père comparait la véritable ambition de Vivien à ce qu'il appelait mon goût pour l'obscurité, j'ai cessé d'entendre des insultes et j'ai commencé à entendre des preuves. Chaque remarque cinglante se mettait en place comme un dossier en cours d'indexation. Chaque supposition qu'il faisait sur ma faiblesse devenait utile. Puis Vivien s'est penché vers moi, baissant la voix juste assez pour aggraver les choses. « Sois honnête, Claire, a-t-elle dit. Est-ce que cela ne t'embarrasse jamais ? Entrer dans des pièces comme celle-ci et savoir que tu ne seras jamais la personne que tout le monde attend réellement ? Cela m'aurait détruite autrefois. Au lieu de cela, je l'ai regardé et j'ai pensé, tu n'as vraiment aucune idée à quel point ta vie dépend de choses que tu n'as jamais pris la peine de comprendre. Tu serais surprise, ai-je dit. Mon père a eu un petit rire bref. Cela sonne presque comme une menace. Non, ai-je dit, en levant ma cuillère et en prenant finalement une bouchée de dessert. Juste une observation. Pour la première fois de la nuit, aucun d'eux n'a parlé immédiatement. C'était petit, mais je l'ai ressenti. La première fissure dans leur certitude. Et juste à ce moment-là, j'ai pris la décision pleinement, complètement, sans la douceur du doute. J'avais fini d'être le sacrifice familial disposé de manière décorative au bout de la table. Si les personnes les plus proches de moi voyaient ma compétence comme une menace, alors il était peut-être temps qu'elles apprennent ce qui se passait quand cette menace cessait d'être polie. Que faites-vous lorsque les personnes qui partagent votre sang voient votre succès non pas comme quelque chose à célébrer, mais comme quelque chose à utiliser jusqu'à ce qu'ils puissent vous humilier à nouveau? Je connaissais déjà ma réponse. Vous arrêtez de demander à être aimé correctement. Vous commencez à fermer des portes légalement. J'ai quitté la table au moment où le café a été servi. Pas de manière dramatique. Je n'ai pas jeté une serviette. Je n'ai pas annoncé ma douleur. Je me suis simplement levé, je me suis excusé, et j'ai marché dans la bibliothèque assombrie qui reliait la véranda à la maison principale. La pièce était presque entièrement silencieuse, éclairée seulement par une paire de lampes en laiton et la lueur mourante de la cheminée. C'était la seule pièce de cette maison qui m'ait jamais semblé vaguement honnête. Peut-être parce que les livres sont moins épuisants que les gens qui ont appris à sourire pendant qu'ils vous rabaissent. Mon téléphone était déjà dans ma main avant que je ne m'assoie. J'ai appelé Daniel Mercé, la seule personne en dehors de mon thérapeute qui savait exactement à quel point ma relation avec cette famille était devenue complexe. Daniel n'était pas de la famille, n'était pas un ancien petit ami, n'était rien de compliqué. Juste mon ami le plus proche depuis l'université et maintenant un avocat spécialiste des successions à New York qui était devenu, au fil des ans, la personne en qui j'avais confiance quand j'avais besoin à la fois de compassion et d'une clarté terrifiante. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Tu as l'air d'appeler de l'intérieur d'un meurtre mystérieux très coûteux, a-t-il dit. »« Je suis au dîner du Nouvel An, ai-je répondu. »« Si mauvais que ça ? » Ils m'ont invité pour se moquer de moi en personne. Alors, oui. Sa voix s'est adoucie immédiatement. Raconte-moi. Je l'ai fait. Pas tous les détails, juste assez. La réplique sur la pitié. Le ricanement de Vivien. Mon père faisant de moi le divertissement d'après-dîner. Quand j'ai eu fini, il y a eu un court silence sur la ligne. Puis le genre de questions prudentes que seule une personne qui vous connaît vraiment peut poser. Qu'est-ce que tu essaies de ne pas dire, Claire ? J'ai regardé vers la fenêtre. Au-delà de la vitre, je pouvais voir les formes sombres des branches d'hiver dénudées bouger dans la nuit. Je veux vendre le chalet, ai-je dit. Là, prononcé à voix haute, cela semblait à la fois brutal et propre. Daniel ne s'est pas précipité pour combler le silence, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je lui fais confiance. Parce qu'il a de la valeur, a-t-il dit finalement. Ou parce que c'est le dernier endroit de cette famille qui fait encore mal quand tu penses à le perdre. Cela a touché exactement là où il le fallait. Le chalet était le dernier endroit où j'avais jamais été heureuse avec eux, ou peut-être plus précisément, heureuse avant de les comprendre. Ma grand-mère m'apprenant à fendre du petit bois. Les matins d'été sur le ponton, les livres empilés près de la fenêtre. Un monde qui avait autrefois semblé simple parce qu'elle était encore en vie pour qu'il reste ainsi. Le vendre signifierait se détacher de bien plus que d'une propriété.
Cela signifierait accepter que la nostalgie n'est pas une stratégie et que la mémoire n'est pas une défense juridique. Je pense, ai-je dit lentement, que je suis fatigué d'utiliser le sentimentalisme pour subventionner des personnes qui m'humilieraient pour le plaisir. Cela, a dit Daniel, ressemble à la première chose honnête que quelqu'un t'ait dite ce soir. J'ai laissé échapper un souffle qui est presque devenu un rire. Est-ce que je peux le faire rapidement? Oui, a-t-il dit. Surtout parce que c'est propre. Le titre est à toi. Pas partagé. Pas de complications de fiducie. La question n'est pas de savoir si tu peux. C'est de savoir si tu es prête pour ce qui va se passer quand ils réaliseront que tu es sérieuse. J'ai repensé au visage de mon père quand il a dit qu'il m'avait invité par pitié. À l'expression de Vivien quand elle a demandé si j'étais embarrassé d'exister près d'eux. Je pense qu'ils confondent l'accès avec un droit depuis très longtemps. Ce n'est pas une réponse. Ça l'est ce soir. Il est resté silencieux un moment, puis est passé en mode professionnel. Nous avons discuté de ce qui importait. L'acheteuse que Daniel connaissait et qui cherchait une propriété privée dans le Vermont sans faire d'histoire. La possibilité d'une vente rapide si j'étais prête à fixer le prix pour la rapidité au lieu du sentiment. Le problème secondaire, qui était presque aussi important que le premier, les comptes de dépenses joints toujours liés à mon nom pour des années de commodité. Les cartes que mon père et Vivien utilisaient pour les fournitures du chalet, les services publics, les remboursements d'événements, tout cela acheminé par des structures qu'ils remarquaient à peine parce que j'avais toujours nettoyé les bords. Daniel m'a rappelé que je pouvais fermer ce qui était à moi, pas détruire, pas falsifier. Fermer. Quand j'ai terminé l'appel, je suis resté assise là avec mon téléphone à deux mains et j'ai senti le chagrin me traverser en une vague nette. Ce n'était pas le frisson de la vengeance. C'était la douleur de choisir enfin la liberté plutôt que le dernier objet qui me reliait encore à la version de la famille à laquelle j'avais voulu croire. Brûleriez-vous le dernier pont vers les personnes qui vous ont blessé si cela signifiait que vous n'auriez jamais à ramper pour le traverser à nouveau? Je ne savais pas ce que d'autres personnes choisiraient. Je savais seulement ce que j'étais sur le point de choisir. Je me suis levé, je suis retourné dans la véranda, et je les ai trouvés exactement là où je les avais laissés. Détendus, divertis, insouciants. Mon père a levé les yeux le premier. Te voilà, a-t-il dit. Nous pensions que tu t'étais enfui. Non, ai-je dit, en prenant ma place avec un calme qui m'a surprise moi-même. J'avais juste besoin d'une pièce calme pour prendre une décision. Vivien m'a fait un sourire ennuyé. Devons-nous nous inquiéter? Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, oui. La pièce a changé instantanément. Non pas parce que j'ai élevé la voix. Je ne l'ai pas fait. Mais parce qu'il y a certains tons que les gens ne reconnaissent que lorsqu'ils ont passé leur vie à abuser des tons plus doux. Mon père a posé son verre. Le sourire de Vivien est resté en place une seconde de trop, puis s'est effacé. Qu'est-ce que cela est censé signifier exactement, a demandé mon père. J'ai plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette. Cela signifie que je vends le chalet. Si j'avais jeté une allumette allumée sur la nappe, la réaction n'aurait pas pu être plus immédiate. Vivien a inspiré brusquement. Toute la posture de mon père s'est figée. L'un des invités a même détourné le regard comme si le contact visuel pouvait le rendre complice. Ce n'est pas drôle, a dit Vivien en premier. Et ce qui m'a le plus frappé n'était pas la colère. C'était la peur. Je ne plaisante pas. Mon père s'est penché en avant, la voix basse et dangereuse. Maintenant, ce chalet est une propriété familiale. Non, ai-je dit. C'est de la mythologie familiale. Légalement, il est à moi. Il a ouvert la bouche pour objecter, mais il savait très bien que non. Il avait signé les papiers d'homologation. Il avait vu l'acte de propriété. Il venait de passer des années à se comporter comme si la confiance en soi pouvait écraser la documentation. Tu n'oserais pas, a-t-il dit. Cette réplique m'a presque fait sourire. N'oserais pas, comme si le courage était encore la question. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. J'ai passé l'appel ce soir. Vivien s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le sol. Alors peut-être, ai-je dit, aurais-tu dû y penser avant de traiter la propriétaire comme une mascotte de la famille que tu pouvais humilier en public. Mon père s'est levé plus lentement, mais il était plus en colère que Vivien d'une manière plus froide, ce qui signifiait plus dangereuse. Petite idiote vindicative, a-t-il dit. As-tu la moindre idée de ce avec quoi tu interfères?
Enfin, c'était là. Pas de chagrin, pas d'indignation concernant la perte des souvenirs. De l'argent. Un accord de financement, ai-je demandé. Son expression a changé juste assez pour le confirmer. J'avais des doutes, mais je ne savais pas. Maintenant je savais. Il avait utilisé le chalet comme une vitrine informelle tout en essayant de garantir un nouveau cycle de financement pour l'une de ses expansions commerciales, pas une structure de garantie directe peut-être, mais assez proche pour rendre sa perte humiliante et matériellement dommageable. Il avait construit de la confiance autour d'un actif qu'il ne possédait pas. Du pur Richard Holloway. Vivien, en revanche, a changé de tactique instantanément. Des larmes ont rempli ses yeux si vite qu'elle méritait presque des applaudissements. Tu fais ça parce que tu nous détestes, a-t-elle dit fort, pour le bénéfice de tous ceux qui écoutaient. Parce que tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre heureux. Non, ai-je dit. Je fais ça parce que vous avez tous les deux confondu ma patience avec une permission. Elle a réellement ri à travers ses larmes, un son fragile et incrédule. Tu penses que cela te rend puissante? Non, ai-je répondu. Je pense que l'autorité légale me rend puissante. Ceci ne fait que le rendre visible. Mon père a frappé une main contre la table assez fort pour faire trembler les couverts. Si tu fais ça, ne t'attends pas à rester membre de cette famille. Cela aurait fait mal autrefois, aussi. Mais les menaces perdent de leur force lorsqu'elles proposent de retirer ce qui a déjà été refusé pendant des années. Vous m'avez invité ici par pitié, lui ai-je rappelé. Vivien m'a traité de raté. Vous avez tous les deux rendu très clair quelle était ma place. J'ajuste simplement mes actifs pour correspondre à votre honnêteté. Les larmes de Vivien ont disparu. À leur place est venu quelque chose de plus laid. Espèce de misérable, jalouse. Attention, ai-je dit doucement. Ou quoi? J'ai soutenu son regard. Ou je commence à dire à voix haute pourquoi tu as vraiment tant besoin de ce chalet. Cela a fait mouche. Son visage a perdu des couleurs. Parce que contrairement à mon père, dont le besoin était l'ego lié à l'argent, le besoin de Vivien était plus fragile. J'en savais assez grâce à une de ces fuites familiales accidentelles qui se produisent quand les gens supposent que vous êtes invisible pour comprendre qu'elle avait utilisé le chalet pour de l'hospitalité client non officielle liée à une campagne déjà sous examen interne dans son cabinet. Rien d'assez scandaleux pour être criminel, mais largement assez compromettant pour nuire à sa carrière si la mauvaise personne commençait à demander pourquoi certaines retraites privées de stratégie n'apparaissaient jamais dans les registres de dépenses officiels. Mon père s'est tourné vers elle, surpris. De quoi parle-t-elle? Vivien a rétorqué, de rien. Elle bluffe, mais elle n'avait pas l'air d'y croire. J'ai alors plongé la main dans mon sac, non pas pour le côté dramatique, mais parce que j'avais pris une décision de plus pendant que j'étais assise dans cette bibliothèque. Avant de revenir, j'avais ouvert mon téléphone, je l'avais mis sur enregistrement, et je l'avais glissé l'écran vers le bas dans ma pochette. Non pas parce que je prévoyais de le publier, non pas parce que j'avais besoin de contenu, mais parce qu'après des années à être traité comme celle qui était instable, je voulais que la vérité soit préservée avec leur propre voix pour une fois. Mon père s'est approché. Écoute-moi très attentivement, a-t-il dit. Tu vas appeler la personne que tu as appelée, et tu vas arrêter ça ce soir. Non. Vivien a contourné la table, ne pleurant plus, furieuse. Sais-tu ce que les gens diront quand ils apprendront que tu as vendu le chalet de grand-mère à des étrangers? Comprends-tu à quel point cela te rend dégoûtante? Je me suis levé aussi. Cela dépend de qui raconte l'histoire en premier. Ses yeux se sont dirigés involontairement vers mon sac. Bien. Qu'elle se pose des questions. Le ton de mon père est devenu glacial. Si tu sors d'ici avec ce plan, je m'assurerai que tu n'utilises plus jamais le nom, les contacts ou le soutien de cette famille. J'ai presque eu pitié de lui à ce moment-là, un homme tellement habitué à la déférence héritée qu'il croyait encore que l'exil fonctionnait comme une punition sur des personnes qui avaient déjà survécu à la négligence. Tu peux garder le nom, ai-je dit. Je garderai l'acte de propriété. Puis j'ai pris mon manteau et je les ai laissés planter là, lui enragé, elle s'effondrant, tous les deux comprenant enfin que la personne qu'ils avaient invitée pour l'humilier avait passé toute la soirée à mesurer précisément l'étendue des dégâts que leur mépris avait laissé exposer. Le moyen de pression qu'ils pensaient avoir sur moi était l'amour. Le véritable moyen de pression avait toujours été la paperasse. Les 7 jours suivants ont été la semaine la plus propre de ma vie d'adulte. Émotionnellement brutale et logistiquement efficace.
C'était la seule façon dont je pouvais y survivre. Le lendemain matin du dîner, j'ai rencontré l'acheteuse de Daniel par appel vidéo, une romancière veuve nommée Eleanor Price, 62 ans, pragmatique, indifférente à la mythologie de la famille Holloway. Et plus intéressée de savoir si le lac gelait bien en janvier que par n'importe quel discours sentimental que j'aurais pu faire. Elle voulait une propriété de retraite depuis des années, un endroit assez privé pour écrire et assez proche de la ville pour les urgences. Elle a adoré le mur de la bibliothèque, le ponton, la vieille cheminée en pierre. Elle se moquait du nom que l'endroit portait autrefois. Je l'ai apprécié instantanément rien que pour ça. Nous avons agi vite. Un prix fixé pour la discrétion. Une inspection annulée sauf pour l'essentiel car elle achetait le lieu, pas le fantasme. Chaque document que Daniel envoyait ressemblait à une lame tranchant à travers de vieilles illusions. Confirmation de titre, accord de vente, répartition des impôts, calendrier de transfert. J'ai signé électroniquement depuis mon appartement à Boston avec une tasse de café à côté de moi et la photographie de ma grand-mère retournée face contre le bureau parce que je ne pouvais pas supporter de la regarder pendant que je le faisais. Non pas parce que j'avais honte, parce qu'elle me manquait trop. Chaque fois que je signais, un souvenir remontait avec. L'été sur le ponton, la lecture près du poêle. Vivien, à l'âge de 16 ans, ricanant parce que grand-mère me confiait les clés et pas à elle. Mon père appelant la propriété le chalet familial en public tout en me rappelant en privé de ne pas être difficile chaque fois que je remettais en question la fréquence à laquelle il l'utilisait pour des réceptions professionnelles. Une signature pour chaque compromis que j'avais confondu avec la paix. Et puis il y avait les comptes. C'est la partie que les personnes extérieures comprennent toujours mal dans des histoires comme celle-ci. Elles imaginent la vengeance comme un acte dramatique. En réalité, le pouvoir le plus profond se trouve généralement dans les structures administratives que personne de prestigieux ne prend la peine d'apprendre. Au fil des ans, parce que le chalet m'appartenait légalement, et parce que mon père et Vivien trouvaient que toutes les tâches administratives étaient indignes d'eux, divers comptes de dépenses et lignes de remboursement étaient restés liés à des entités sous mon autorité. Les paiements automatiques des services publics, les acomptes d'entretien, les cartes de dépôt pour les événements, un compte de commodité familiale partagé créé à l'origine pour simplifier les dépenses de la propriété qui s'était progressivement métastasé en un système de soutien caché pour leur habitude. Il supposait que c'était permanent parce que je ne les avais jamais forcés à le remarquer. Je n'ai pas touché un centime qui ne m'appartenait pas. Je n'ai rien falsifié. J'ai simplement fermé ce que j'avais l'autorité légale de fermer en premier. Le compte de dépenses partagé du chalet, puis les cartes de crédit liées autorisées sous ce compte, puis la carte de remboursement que Vivien utilisait pour la préparation de l'hospitalité. Puis la ligne de réserve dans laquelle mon père puisait quand les factures des fournisseurs dépassaient ses liquidités. Chaque fermeture déclenchait des notifications que la banque enverrait en temps voulu. Chaque fermeture signifiait qu'il n'y aurait plus de coussin invisible entre leur mode de vie et ses conséquences. Daniel m'a conseillé de garder tout impeccable. Pas de théâtralité, a-t-il dit. Laisse les institutions parler. Il avait raison. Le jour 4, la vente a été officiellement conclue. Le jour 5, les fonds sont arrivés. Je suis resté assise à regarder le chiffre sur mon compte et je n'ai ressenti aucun des triomphes que les gens imaginent que l'argent apporte dans des moments comme celui-ci. Ce que j'ai ressenti était plus léger et plus étrange, l'absence de redoutable appréhension. Pour la première fois depuis des années, aucun actif hérité ne m'attachait à leur accès. Aucun lieu familial que je devais préserver tout en étant moqué par les personnes qui l'utilisaient. Aucun week-end futur où l'on s'attendrait à ce que j'arrive, que je souris, que je subventionne et que je parte. Le jour 6, j'ai appris autre chose qui a rendu toute cette affaire encore plus tranchante. Grâce à un donateur de musée qui connaissait quelqu'un dans le cercle de Vivien, les personnes riches font circuler les potins avec une efficacité étonnante. J'ai entendu dire que Vivien s'était discrètement démené pour expliquer à un client important pourquoi un lieu privé de retraite stratégique dans le Vermont qu'elle avait présenté comme un avantage n'était soudainement plus disponible. Pire encore, l'un des acheteurs que mon père courtisait pour un partenariat avait posé des questions sur un week-end d'été au chalet, supposant qu'il faisait partie du forfait de style de vie que Richard avait laissé entendre entourer son entreprise. Cette possibilité avait disparu maintenant. Non pas parce que je l'avais exposé publiquement, parce qu'il avait construit une stabilité perçue sur une propriété qu'il ne possédait pas. C'était la véritable leçon de la semaine. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais mon nom de l'échafaudage. Le jour 7,
je savais que les premiers relevés et avis arriveraient. Confirmation de fermeture de compte. Signalement de retard de paiement qui n'était plus amorti par des transferts de réserve. Suppositions inversées. L'expression « leur argent avait disparu » n'était pas entièrement littérale. Bien sûr, ils avaient toujours de l'argent. Ce qui avait disparu, c'était la structure cachée qui les faisait se sentir plus riches, plus en sécurité et plus en contrôle qu'ils ne l'étaient réellement. Et la partie la plus satisfaisante, c'est qu'ils savaient que quelque chose se passait, mais pas tout. Mon père a appelé 3 fois. Vivien a appelé 9 fois. Les messages vocaux allaient des menaces aux négociations en passant par une indignation soigneusement formulée et déguisée en inquiétude. J'ai tout sauvegardé. Je n'ai répondu à aucun. Certaines personnes pensent que la vengeance est bruyante. Mon genre préféré est administratif. Elle arrive dans des enveloppes blanches, des notifications bancaires, et la prise de conscience naissante que la personne que vous traitiez comme une note de bas de page était en fait votre tampon contre la réalité. Tout au long de cette période, les relevés bancaires ont commencé à arriver un mardi. Mon père a appelé en premier à 7h12 du matin, ce qui m'a dit 2 choses immédiatement. Il avait vu les avis lui-même, et pour une fois, il n'avait pas réussi à enfouir la panique sous une journée entière de faux calme. J'ai laissé les 2 premiers appels aller sur la messagerie vocale. Au 3e, j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il exigé sans saluer, sans hésiter, sans même faire semblant que c'était un malentendu. Je me tenais dans ma cuisine en regardant le matin gris de Boston et je me suis versé du café avant de répondre. « Bonjour à toi aussi. Ne joue pas avec moi, Claire. Le compte de dépenses du Vermont est fermé. La ligne de réserve a disparu. 2 cartes ont été résiliées. Les relevés montrent des soldes impayés qui auraient dû être couverts il y a des jours. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai pris une gorgée. J'ai fermé des comptes liés à une propriété que j'ai vendue. Il a littéralement cessé de respirer pendant une seconde. Alors tu l'as vendue ? Oui. Espèce de stupide, vindicative. Il s'est interrompu. Probablement parce que la colère ne fonctionnait pas et il le savait. Claire, écoute attentivement. Cette vente doit être annulée. Les ventes ne fonctionnent pas de cette façon. Tu as endommagé des affaires en cours. Non, ai-je dit. Tu as fait ça quand tu as construit des attentes commerciales sur ma propriété. Le silence sur la ligne cette fois était plein de rage, trop dense pour des mots. Puis il a baissé la voix. Comprends-tu ce que tu m'as coûté ? C'était encore là. Pas ce que j'avais coûté à la famille. Pas ce que j'avais fait à la mémoire ou à l'héritage. À lui. Plus que tu ne prévoyais de me l'avouer, apparemment. Il a explosé alors. Accusation, déloyauté, folie. Une dernière phrase qui sonnait presque théâtrale dans son désespoir. C'était toujours l'arme finale dans les familles comme la mienne. Pas la raison, pas la responsabilité, la peur de l'abandon, la malédiction qu'il place sur l'enfant qui cesse enfin de se porter volontaire pour être consumé. J'ai attendu qu'il termine et j'ai dit très doucement, alors au moins je mourrai avec mon nom effacé de ta paperasse. J'ai raccroché. Vivien est arrivé 2 heures plus tard en personne, parce que bien sûr qu'elle l'a fait. Elle n'a jamais fait confiance à la distance pour faire le travail de manipulation quand la beauté et la performance pouvaient encore y parvenir en direct. Elle avait l'air détruite d'une manière soignée. Les cheveux parfaits, le visage pâle, des lunettes de soleil trop grandes, la fureur vibrant juste sous la surface. Je l'ai laissée entrer dans le hall de mon immeuble, mais pas dans mon appartement. Tu as tout gâché, a-t-elle dit à la seconde où les portes se sont fermées derrière elle. Bonjour, Vivien. Ne fais pas ça. Elle s'est approchée. Sais-tu ce qui a atterri sur mon bureau aujourd'hui ? Des annulations de remboursement, des fermetures de comptes, des questions sur des dépenses d'hospitalité antérieures. Mon cabinet demande déjà pourquoi j'ai utilisé un lieu privé qui n'est plus disponible par le biais de connexion familiale. Comprends-tu de quoi cela a l'air ? De quoi ? D'une professionnelle qui aurait dû documenter ses arrangements plus soigneusement. Sa bouche s'est contractée. Tu trouves ça drôle ? Non, je pense que c'est un retard à rattraper. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me gifler. Au lieu de cela, elle a ri, mais c'est sorti cassé et laid. Tu as toujours voulu ça. Nous regarder tomber. C'était le mensonge dont elle avait le plus besoin.
Parce que si j'avais toujours voulu ça, alors elle n'avait pas à admettre qu'elle avait construit son sentiment de supériorité sur ma soumission. Non, ai-je dit, je voulais une famille qui ne m'invitait pas à dîner par pitié. Elle a détourné le regard en premier. Puis elle a essayé une dernière tactique. Les larmes. Pas bruyantes. Pas dramatiques, juste assez de brillance dans les yeux pour suggérer la sororité, la perte, le regret. Claire, a-t-elle dit doucement. Nous avons grandi là-bas. Moi aussi. C'était ta grand-mère. Et elle me l'a laissé. Tu ne peux pas remplacer ce que cela signifiait. Tu as raison, ai-je dit. Elle a dégluti. Que veux-tu de nous? La vérité m'a surprise moi-même par la rapidité avec laquelle elle est venue. Rien. C'est ça le point. Parce que c'est ce que les gens comprennent mal à propos de la libération. Le pouvoir final n'est pas de les faire ramper. C'est de ne plus avoir besoin de leurs excuses pour avancer. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, et dans ce regard, j'ai enfin vu ce que j'avais voulu voir des années plus tôt. Pas exactement des remords, mais l'effondrement de la certitude. Elle avait vraiment cru que je continuerais à tout absorber, la moquerie, l'administration, le coup, le mythe familial. Et maintenant, elle se tenait devant moi, élégante et effrayée. Réalisant qu'une semaine avait suffi pour que son monde révèle à quel point il reposait sur la sœur qu'elle appelait une ratée. Mon cabinet pourrait me renvoyer, a-t-elle chuchoté. Je l'ai regardée et j'ai pensé au dîner, à son rire, au mot « tu es une ratée ». Alors peut-être, ai-je dit, aurais-tu dû apprendre plus tôt à ne pas confondre la dépendance avec la supériorité. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Nous sommes restés là en silence pendant un moment de plus. Puis j'ai fait une dernière chose. Pas cruelle, juste précise. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai appuyé sur la touche de lecture du fichier audio que j'avais enregistré cette nuit-là dans la véranda, et je l'ai tenu là où elle seule pouvait entendre. Sa propre voix claire comme du verre. Nous ne t'avons invité que par pitié. La menace de mon père, sa panique, toute cette petite scène pourrie. Son visage est devenu blanc. Tu nous as enregistrés? J'ai documenté mon environnement de prise de décision. C'est malade. Non, ai-je dit, c'est prudent. J'ai arrêté l'audio et j'ai glissé le téléphone dans la poche de mon manteau. Si l'un de vous continue de me menacer, ai-je ajouté, je deviendrai beaucoup moins sentimental en ce qui concerne la vie privée. Cela a suffi. Non pas parce que j'avais l'intention de publier quoi que ce soit, mais parce qu'elle a enfin compris que l'ère où j'étais la cible sans défense de la famille était révolue. Elle est partie sans un mot de plus. Plus tard dans la soirée, alors que la ville s'assombrissait et que mon appartement plongeait dans le calme, je me suis assise près de la fenêtre avec une couverture sur les épaules et j'ai regardé l'email confirmant la distribution finale de la vente. Le chalet avait disparu. Les comptes étaient fermés. Les relevés étaient arrivés. Leur argent n'avait pas vraiment disparu. Pas chaque dollar. Mais la stabilité empruntée, l'accès caché, la confiance qu'il portait comme un héritage, cela avait disparu. Et cela suffisait. Mon père m'a invité à dîner juste pour se moquer de moi. Une semaine plus tard, le chalet familial était vendu, les comptes joints étaient fermés, et les relevés bancaires ont commencé à arriver. Ils voulaient me faire croire que j'étais la ratée de la famille. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que j'avais été la seule raison pour laquelle leur version du succès avait tenu ensemble aussi longtemps. Alors dites-moi ceci. Quand la famille ne vous aime qu'aussi longtemps que vous restez utile, appelez-vous toujours cela de la loyauté si vous partez? Ou appelez-vous enfin cela de la liberté? Ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est que la trahison la plus profonde n'est pas venue d'étrangers, mais des personnes qui auraient dû protéger Claire le plus. Sa réponse n'était pas une colère imprudente, mais un respect de soi calme et délibéré, et cela a rendu la fin encore plus puissante. Je pense que c'est ce qui reste en vous. Et vous? Si votre propre famille continuait à vous humilier, partiriez-vous tranquillement ou les obligeriez-vous à en subir les conséquences?